Bien. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là, d'être venus aujourd'hui aussi nombreux pour cette séance exceptionnelle donc, du séminaire Babel, consacré à la fois à l'œuvre poétique et l'œuvre d'essayiste et l'œuvre romanesque d'Édouard Glissant, avec le prétexte, si je puis dire, de s'intéresser à William Faulkner, mais bien sûr les deux écrivains vont se mélanger, se métisser pour parler de choses qui ne peuvent pas ne pas nous intéresser, nous, un certain nombre d'entre nous, qui sommes versés dans la psychanalyse ou même dans la littérature. Juste avant de commencer, de présenter sommairement, rapidement cette soirée, quelques informations. Permettez-moi de profiter de la venue d'Édouard Glissant et du nombre de personnes aussi qui viennent justement pour l'écouter, pour faire un peu de publicité pour ce séminaire, pour vous dire que la prochaine et dernière séance a lieu, comme vous le savez, sur le programme le lundi 2 juin, donc c'est un lundi à 20h30, autour de La Conjuration des imbéciles de John Kennedy O'Toole, un livre culte. Là encore, les préinscriptions sont les bienvenues parce que beaucoup de monde s'est déjà préinscrit à cette session autour de ce livre, et ça sera développé par Bernard Rodier, qui est un psychanalyste qui travaille dans le 13e, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent probablement. La Conjuration des imbéciles, vraiment un livre culte. Je profite aussi pour vous dire que vous avez aussi le programme déjà, le pré-programme de l'année prochaine, et vous verrez très rapidement que nous reviendrons, mais comment ne pas le faire, nous qui nous sommes jamais intéressés à William Faulkner en 15, 16, 17 ans de séminaire Babel, nous avons quand même visité le continent Shakespeare, qui n'est pas si éloigné du continent faulknérien 4-5 fois. Eh bien, nous y retournerons pour visiter cette fois Othello, avec Yves Thoré, un psychanalyste qui est déjà intervenu, un grand spécialiste de Shakespeare. Nous revisiterons encore pour la 3e fois l'autre continent qui n'est pas non plus éloigné de celui de Faulkner pour ce qui est de la pulsionalité et la vivance émotionnelle. Nous revisiterons Arthur Rimbaud, ça vaut la peine, avec Vladimir Marinov. Nous visiterons pour la première fois, et pourquoi pas, André Gide et les garçons perdus. Nous visiterons Jules Verne pour la première fois. Et puis, alors, quelqu'un qui s'est introduit dans ce séminaire Babylone, qui n'est pas franchement de la littérature, qui n'est pas franchement du cinéma, ni de la peinture, mais qui va sûrement vous intéresser. Pour avoir déjà entendu cette conférence, ça vaut le déplacement. Ça sera une conférence autour de l'œuvre, et c'est une œuvre de Tex Avery. Tex Avery et ses personnages de dessin animé qui ont beaucoup de choses à nous dire sur les interrelations précoces, sur la mégalomanie infantile. Donc, revisitons tout ça à la lumière de l'écriture cinématographique de Tex Avery. Et puis enfin, dernière information, encore deux. Nous avons déjà fait 2 colloques. Le premier autour de l'adolescence, le second autour, disons pour dire rapidement, autour de l'abîme, autour du néant. Et puis nous allons nous intéresser pour un 3e colloque qui aura lieu le vendredi 5 décembre, ici même, cette fois, après l'adolescence, après la mort, le néant. Nous nous intéresserons à l'amour. Ça valait bien évidemment qu'on s'y intéresse. Le colloque s'appelle Destinée sentimentale, l'amour en soi, et il revisitera un certain nombre de textes littéraires. Donc, mais ceci est un colloque, c'est-à-dire toute une journée. Je vous invite aussi, vous avez reçu le prospectus, à aller voir, feuilleter dans une librairie et éventuellement acheter ce livre autour de la vie, de l'œuvre, avec des regards croisés de Camille Claudel, qui a été dirigé par Silke Schauder, qui est intervenu sur Camille ici même cette année. L'année prochaine, j'ai oublié que quelqu'un interviendra sur Rodin.
Camille Claudel a une actualité très importante et ce livre est le recueil d'un certain nombre d'actes que nous avons avec Silke et beaucoup d'autres faits au colloque de Cerisy. Et c'est vraiment un bouquin très très réussi. Donc vous avez le programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, je crois que j'ai donné les informations annexes essentielles. Nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir ici à Babel un grand écrivain, un grand essayiste, un grand poète. Évidemment, beaucoup d'entre vous qui êtes là le savez d'ores et déjà. Je vais faire une présentation très, très sommaire et François Richard, qui va discuter, Édouard Glissant, complétera cette présentation. Nous sommes vraiment très contents. Ceci dit, très contents. Ça fait 3 ans que nous courons après lui. Donc il a fallu quand même 3 ans pour y arriver, mais nous sommes donc très contents d'y être parvenus. J'ai toujours pensé, moi, que, évidemment, nous devions nous ouvrir et ne pas rester à la littérature indo-européenne classique, que le continent d'Amérique latine, nous l'avons ouvert avec Alejandro Rojas Urrego, nous avons visité Borges, Cortázar, mais les Antilles, nous ne l'avions pas fait, ça vaut évidemment la peine. Et puis, il se trouve qu'il y a un livre magnifique écrit par Édouard Glissant, Faulkner, Mississippi, qui est vraiment ce que nous essayons de faire ici, c'est-à-dire de pouvoir nous nourrir de cette œuvre considérable, romanesque, poétique, d'un grand auteur qui nous enseigne la psychopathologie, mais que nous autres psychopathologues, psychanalystes, psychiatres, médecins, nous avons, par structure, si je puis dire, obsessionnelle, la nécessité toujours d'analyser, de classifier, d'encaser les choses, et qu'il faut probablement un poète, un écrivain, pour lire un autre poète, un autre écrivain, et pour nous dire des choses que nous éprouvons, mais pour lesquelles nous n'avons pas la même sensibilité qui pourrait nous permettre de les assentir, pour dire les choses profondément. Alors, Édouard Glissant est le meilleur lecteur de Faulkner, incontestablement. Pierre Michon, c'est pas mal. Philippe Soler, c'est pas mal. Il y en a beaucoup d'autres qui ont lu Faulkner. Saporta, c'est pas mal, mais Édouard Glissant, c'est vraiment un autre niveau. Il y a une communion. Et bon, je pense que l'intervention qu'il va faire ici vous donnera cette chair, cette couleur, cette lumière qui peut transparaître de l'écriture de Glissant lorsqu'il parle d'un auteur frère. Alors, Édouard Glissant, je vais laisser François Richard, qui est professeur de psychopathologie, psychanalyste, qui est intervenu ici, en particulier sur Proust, et qui a aussi travaillé sur Faulkner et qui va le discuter. Je vais laisser François développer à un certain moment des choses très importantes sur l'engagement anticolonialiste d'Édouard Glissant, sur ses réflexions sur l'identité antillaise, sur les concepts de créolisation, d'antillanité, sur ce chemin parcouru, il me semble, un peu avec Deleuze, autour des identités multiples, des identités rhizomes, sur cette notion très importante de la mondialité qui s'oppose à la mondialisation, en particulier au niveau de la langue, pour ne pas rester dans une langue anglaise qui soit une langue de communication, mais une langue comme le créole, ouverte, multiple, qui elle-même s'auto-transforme, s'auto-engendre, et où le récit fictionnel donne l'identité. Enfin bon, il va aborder tout ça. Quelques actualités d'Édouard Glissant, on l'a lu dans la presse ces temps-ci, en particulier lorsque Jacques Chirac, en 2006, en janvier, lui avait confié la présidence d'une mission en vue de la création d'un centre national consacré à l'esclavage et qui n'a pas encore vu le jour et qu'on aimerait bien en effet qu'il puisse être constitué. Il y travaille, il a fait un article dans Libération qui renouvelle cette demande que ce centre puisse être constitué, puis ces interventions autour de ce qui joue dans la politique, si on peut appeler ça comme ça, la politique de l'immigration telle que Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux l'organisent, cette opposition dont il a pu témoigner dans un certain nombre d'articles, en particulier dans un livre aussi écrit avec Patrick Chamoiseau. Bon. Je vous recommande, moi, les livres que j'ai lus. Son œuvre est très abondante. J'essaie de ne parler que de ceux que j'ai lus. Je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu Faulkner, Mississippi. Vraiment, je vous le recommande pour rentrer
dans l'œuvre de Faulkner qui n'est pas simple, mais qui vaut la peine qu'on dépasse les 400 premières pages pour arriver ensuite à cette circonvolution, ce torrent qui ramasse le début, la fin avec un télescopage des temps. Bon. Faulkner, Mississippi, c'est la meilleure œuvre d'introduction à Faulkner. Le traité du tout-monde, tout ça est chez Gallimard, pour la plupart, le traité du tout-monde. Mémoire des esclavages, en 2007, le plus récent. Quand les murs tombent, l'identité nationale hors la loi, avec Patrick Chamoiseau, en 2007, chez Paris Galade. Les poèmes, la poésie, qui est dans la très belle collection de Gallimard, la petite collection blanche. Les poésies, vous allez trouver bon, c'est un, comment dire, c'est pas Saint John Perse, parce que c'est trop, pour moi, Saint John Perse, enfin, il y a le torrent tumultueux de Saint John Perse, il y a la pulsionalité d'un Rimbaud, et puis il y a autre chose, une vraie poésie qu'on rencontre dans les contes caraïbéens. Il y a un côté d'Amérique latine là qui se mélange. Il y a le sang rivé, un chant d'île. Les titres sont magnifiques de condensation et d'évocation. Le sang rivé, un chant d'île, la terre inquiète, le sel noir, les grands chaos, pays réel, pays rêvé, faste. Bon, vous allez trouver ces poèmes. Parmi les romans, je vous recommande La Lézarde, qui est un livre culte aux Antilles et au-delà des Antilles. La Lézarde, un livre de 58, mais vraiment, bon, il y a un corps du texte, il y a une vivance émotionnelle dans le texte, il y a une aération. C'est pas de la littérature romanesque descriptive, c'est de l'éprouver, vraiment de l'éprouver. La Lézarde. Et puis, Tout le monde, Paris Gallimard. Le théâtre aussi, Monsieur Toussaint, nouvelle édition de 98. Bref, il y a beaucoup de choses à lire dans l'œuvre d'Édouard Glissant. Je vais passer la parole, alors je ne sais pas comment vous êtes organisé, à François d'abord, et oui, ensuite à Édouard, que je remercie à nouveau de nous avoir fait l'amitié de venir ce soir. Merci à tous les deux. J'avais pensé que j'interviendrais dans un second temps, et puis en m'entretenant tout à l'heure avec Édouard Glissant, on a pensé que ce serait peut-être bien que je reprenne, disons, la première partie du texte que j'avais écrit, que je lui avais adressé, et en laissant peut-être de côté pour la discussion et ultérieurement la dernière partie qui porte beaucoup plus directement sur, justement, sur des larges extraits de Faulkner, Mississippi et de Poétique de la relation, un ouvrage que Maurice n'a pas cité. Et donc, dans un premier temps, je vais essayer de vous restituer, tâche impossible, le scénario d'Absalon de Faulkner, tout en, évidemment, en vous donnant quelques éléments de ma propre lecture à la fois de Faulkner et surtout d'Édouard Glissant, lecteur et critique de Faulkner. J'ai intitulé cela « Édouard Glissant de Faulkner à Freud et au-delà ». En effet, Édouard Glissant, vous évoquez dans votre livre, avec humour, un concours annuel qui a lieu dans le sud des États-Unis, un concours d'imitation du style de Faulkner. Forcément mauvais en comparaison avec l'original. Et Faulkner lui-même voulait devenir l'égal de Joyce ou de Proust. Il souffrait sans doute de ne pas être l'aïeul fondateur incestueux de toutes les lignées générationnelles qui sont présentes dans presque tous ses romans. Les Sartoris, Compson, Snopes, Stutpen, ça c'est pour Absalon. Avec une sorte de véritable obsession de la logique généalogique patriarcale, qui produit cette surenchère. Tous les critiques de Faulkner se mettent à un moment ou à un autre, presque à trop l'admirer, à l'imiter. Et sauf vous, qui refusez, comme Maurice a commencé à le dire, cette logique qu'on pourrait appeler identitaire ensembliste, de la rivalité oedipienne. Alors là, en l'occurrence, entre écrivains, entre métaphores qui doivent être toujours plus belles les unes que les autres. Et vous suggérez plutôt, vous, de céder, de concéder, de céder au désir de transformation, créolisation, qui, au fond, habiterait tous ces égos narcissiques littéraires. Alors, j'en prends trois, Maurice, parce qu'il faut comparer. Il y a Michon, Solers, Sartre. Alors, Pierre Michon, je cite, « Je cherche à poser ma voix où Faulkner a posé la sienne, c'est-à-dire depuis le royaume des morts, au sein de ce qu'on appelait jadis le paradis.
c'est presque l'inconcevable bouche de la littérature qui parle en personne. Alors c'est très beau, hein, mais on voit en même temps l'espèce d'exaltation presque trop sublime. Hein. Solers, vous êtes pris par la phrase florale exubérante de Faulkner, sa poussée, sa percée, sa précision de son, de température, d'attention. Ces phrases en forme de passe magnétique, de plus en plus profonde, sa méthode en vrille. À chaque moment, nous basculons de l'être dans le néant. Il souffle sur nous une surabondance d'être dans le néant. Alors Michon veut faire du Faulkner, Solers fait du Solers, mais on voit qu'en même temps il fait un peu du Sartre. Hein. Et Sartre, évidemment, j'y viens, puisque c'est le premier qui a quand même beaucoup lu Solers en France, hein, dès 1947 dans Situation 1. Voilà, je le cite Sartre maintenant. Il résiste à Faulkner. Voilà ce que je ne puis admettre. Tout vise à nous faire croire que ces consciences des personnages de Faulkner sont toujours aussi vides, aussi fuyantes. C'est la technique du désordre. Ce n'est pas tout à fait de l'inconscient. Faulkner rêve d'une obscurité totale au cœur même de la conscience. Sa métaphysique est une métaphysique du temps, sans horloge. Le temps de Benji, le héros de Bruit et de la Fureur, qui est un idiot, dénommé comme tel, le temps de Benji, l'idiot, est au cœur même des choses. C'est une vitesse glacée. Passage souvent cité de Sartre, les monologues de Faulkner font penser à des voyages en avion remplis de trous d'air. Bon. Et il nous prévient, Sartre, ça c'est même pas 47, c'est 1938. Nos fondations sont en danger. C'est un romancier trop métaphysique. Et Sartre nous conseille presque d'aller lire plutôt Dos Passos, c'est plus social. Mais il conclut quand même, il faudrait le connaître, William Faulkner. C'était mon préambule, puisque Faulkner, on peut dire que vous le connaissez, Édouard Glissant. Alors, avec Faulkner, j'ai fait l'expérience il y a quelques années, c'est pour ça que j'étais captivé par Faulkner, Mississippi ensuite, l'expérience d'une lecture passivante, en vacances, en regardant la Méditerranée, peut-être en pensant à des passages de l'été de Camus. Je l'ai lu exactement comme on lit Proust, d'un trait, puis on y revient, on s'arrête sur telle ou telle phrase, on est obligé d'aller lire les notices si on lit dans l'édition de la Pléiade, parce que c'est le script est difficile, puis je l'abandonne en essayant de me libérer d'un sortilège. Et Corcos, Maurice, vient me demander d'être le discutant d'Édouard Glissant. Alors je replonge, je suis à nouveau l'analysant du texte Faulkner, mais je ne savais plus si c'était Faulkner ou Glissant. Et j'appellerais cela la pensée Glissant-Faulkner, parce que je relis Absalon tout en lisant Faulkner, Mississippi. Et là, avec une théorie que vous avez, celle de la relation, ou une certaine apologie du devenir multiple de la mondialité, de la langue, processus d'auto-transformation toujours infidèle à la structure qu'est le créole, qui se développe sans arrêt en se transformant lui-même. Grâce à cela, je crois que vous pouvez dialoguer, Édouard Glissant, avec Faulkner, sans trop l'admirer, sans trop l'imiter. Je crois que vous le comprenez mieux, vous comprenez que son pathos incroyable, cette abstraction atemporelle de ces phrases, des phrases intérieures comme ça, qui ne veulent pas démordre de l'origine, de la terre, du pays, de la lignée familiale, de l'identité, ne font qu'avouer, c'est votre théorie, qu'un monde est là devant nous en train de disparaître. Et on ne sait pas encore quel monde arrive, et même s'il y en aura un. Et votre lecture de Faulkner est pleine de compassion à cet égard, d'amitié même. Vous lui passez beaucoup de choses. Et de fait, Faulkner est tout le contraire d'un raciste ou d'un misogyne. Il prophétise, vous le dites, Faulkner, la décomposition de la culture occidentale, dérivée du monothéisme, arrimée à celui-ci, et en même temps, comme vous, Faulkner déteste sa décadence, alors comment l'appeler, postmoderne, libérale, marchande, comme on voudra, on en discutera sûrement. Et pourtant, vous nous annoncez peut-être une bonne nouvelle. C'est peut-être une chance pour une mondialité qui ne serait pas de la mondialisation. Une mondialisation marchande ou de la réduction des langues à un code de communication unique. Et cette chance, vous la nommez relation, forme. Et vous le précisez dans votre texte, vous avez une très forte intuition profonde de ce qu'est la psychanalyse, pas seulement livresque. Vous dites ce que j'appelle relation, c'est différent de la relationship des Américains. Je crois que ça nous intéresse beaucoup. Ainsi que votre vue sur la langue comme une altération permanente.
hein, processus de transformation qui peut nous faire penser à nous au travail de l'inconscient avec la langue dans la cure de nos analysants. Hein. Un processus, non pas sans fin ou inachevé, hein, mais ouvert à l'altérité, à l'inconnu, au complexe, à l'aléatoire, au chaos créatif. Et votre poétique, c'est une politique et c'est une épistémologie très contemporaine. Je pense que votre conception de la culture et de la langue et de la littérature est en train de s'avérer de plus en plus juste. Bon. Vous déconstruisez. Hein, vous n'utilisez pas le terme, vous ne citez pas Derrida, mais vous déconstruisez une grande voie métaphysique, celle de Faulkner, hein, au lieu de la refuser comme Sartre ou de chercher à l'imiter comme d'autres que j'ai cités. Et de façon tout à fait convaincante, vous montrez, alors on y viendra sûrement aussi, puis après je rapporterai un peu le scénario d'Absalon pour qu'on puisse s'y retrouver un peu, hein, vous montrez que cette voie métaphysique un peu exaltée de Faulkner sert à cacher et à montrer à la fois une scène originaire d'inceste, hein, laquelle cacherait une autre scène peut-être encore plus fondamentale, enfin j'oserais avancer que c'est peut-être la même, celle du mélange des sangs noirs et blancs. Véritable scène primitive paranoïaque de Faulkner, un combat sans fin entre noir et blanc qui jamais n'engendre la nouveauté métisse ou créole. Hein. Et vous ne vous arrêtez donc pas à ce qu'ont vu la plupart des critiques, c'est-à-dire la dimension intergénérationnelle, transgénérationnelle, l'inceste, le meurtre, la culpabilité, la version de l'Oedipe que nous donne Faulkner. Hein. Vous contextualisez, vous essayez d'avoir une approche de ce tragique-là, assez classique, du côté des petites différences dont parlait Freud, hein, entre langue et entre races. Et du même coup, vous nous permettez peut-être de penser une issue au tragique de Shakespeare, de Sophocle, de la Bible dont vous parlez, hein, que vous admirez, mais vous faites un pas à côté, hein, ou au-delà. Hein, et lui, Faulkner, en est vraiment l'héritier, hein, dans la consistance de ce qu'il nous décrit. Et vous lui opposez l'épaisseur, la consistance des musiques et des paysages antillais ou afro-américains. Hein. Sans vengeance, hein, vous faites vivre ce qui fut détruit dans la déportation et l'esclavage des Africains aux Amériques, et ce qui fut détruit aussi dans la trop rapide victoire des Espagnols sur les Indiens d'Amérique du Sud, ce que vous appelez la mondialité comme relation et ouverture à l'altérité. Alors, avant de lire Faulkner Mississippi, j'aimais beaucoup trop la névrose faulknerienne. J'y retrouvais beaucoup trop, sans doute, les grands classiques. Et les grands classiques que Freud aimait beaucoup, évidemment, et qui l'ont beaucoup aidé à construire sa théorie du complexe d'Oedipe. Au point que Lévi-Strauss disait que Freud nous avait livré la version contemporaine du tragique ancien. Hein. Alors, dans Absalon, voilà, on y est. Hein, on peut se laisser hypnotiser par la voix, parce qu'il y a des multiples narrateurs, et on passe en permanence d'une voix narratrice à une autre. Faulkner, délibérément, ne nous prévient pas. Hein. Mais il y a quelques voix parmi d'autres qui se détachent plus. Rosa Coldfield, hein, embastillée dans sa virginité, dit Faulkner, qui reprend tous les autres récits sur la fin. Sa voix ne cessait pas, dit Faulkner, simplement elle disparaissait. Et personne, peut-être mieux qu'une femme, donc, ne pouvait représenter l'intériorité du flux de conscience, de ce que vous appelez ainsi. Hein. Donc vous soulignez avec force qu'à aucun moment de son œuvre, Faulkner ne l'attribue à un noir. Les femmes, les noirs sont victimes, là je cite Faulkner, du principe mâle tout entier ici-bas, hein, qui substitue une mémoire abstraite à celle qui est enfouie dans le corps. Alors là je cite un personnage d'Absalon, Rosa, cette vieille femme. Telle est la substance du souvenir, la sensation, la vue, l'odorat, les muscles avec lesquels nous voyons, nous entendons et sentons. Pas l'intelligence, pas la pensée. C'est donc une vieille femme illettrée qui discourt sur la vie et la mort, hein, avec des formulations évidemment qui sont celles de Faulkner, très littéraires, et qui nous raconte cette histoire, celle de Thomas Stutpen, qui voulait créer une plantation, y établir, dans le sud des États-Unis, une dynastie à jamais hors des atteintes du temps, celle de sa descendance mâle, de sorte que soit effacée une faute originaire, mais jamais clairement reconnue, que le lecteur devine petit à petit.
Il a répudié sa première femme en Haïti, vous soulignez assez fortement que ça se passe justement dans les Antilles, lorsqu'il découvre qu'elle possède du sang noir, ainsi que le fils qu'il a eu avec elle, Charles Bon, lequel cherchera plus tard à épouser sa demi-sœur, c'est-à-dire la fille que Thomas Stoutpen aura avec une seconde femme. Perspective qui, sous la plume de Faulkner, de cet inceste frère-sœur, apparaît en effet, comme vous le dites, je crois que c'est dans l'esprit de Faulkner, c'est véritablement comme ça que c'est pensé, comme une souillure moins grave que le mélange des races. Ce Charles Bon sera tué par Henri Stoutpen, notre personnage central. Non, le fils de Thomas, justement, vous voyez qu'on commence à s'embrouiller, qu'il obtient de sa seconde femme, Hélène Caulfield, qui est la sœur de la narratrice principale, Rosa. Mais ce fils qui est là n'est pas le fils qu'il peut attendre pour fonder sa lignée, parce qu'il va de lui-même réfuter son droit de naissance. Voilà un père sans descendance utile. Vous voyez la problématique, là, pour nous, analystes de l'Oedipe, mais renversée dans la paranoïa paternelle. C'est Laios, plutôt qu'Oedipe. Après la mort d'Hélène, il propose brutalement à sa sœur, Rosa, de lui faire un enfant et de l'épouser seulement si c'est un fils, un garçon. La dernière tentative de Stoutpen est encore plus folle. Et comme vous le dites, nous savons, là je vous cite, nous savons où il nous mène et nous différons sans cesse de le savoir. Ça, c'est tout à fait profond. Expérience de lecteur. Il engrosse Millie, la petite fille de Wash John, son esclave blanc, ou peu s'en faut, dites-vous. Mais, ajoutez-vous, dans la chronologie adjointe à Absalon, pour aider le lecteur, et dans la généalogie qui est jointe au roman, nulle référence au père de Millie, quel qu'il pût être. Et vous ajoutez, et si Faulkner, qui dérobe autant qu'il ose dévoiler, avait caché, comme Stoutpen aurait pu l'avoir caché, qu'il était le père de cette Millie, et qu'il avait, dans sa folie, décidé de ne faire confiance qu'à son propre sang, qu'à l'union avec sa fille, donc, pour obtenir enfin d'elle l'héritier mâle qu'il désirait. C'est une version de l'Oedipe très forte, au fond, sur son versant patriarcal. Il aurait commencé par être en Haïti la victime de la perversion du sang mêlé, dites-vous, et il aurait fini par l'inceste. Bon. Mais ça n'est pas clairement dit. Et en effet, c'est comme un roman policier, on peut le lire comme ça. Il y a des placements. D'un autre enfant, un personnage fait l'hypothèse qu'il était peut-être l'enfant de Clytie, encore un autre personnage, bon, Clytie, engendré par le père sur le corps de sa propre fille. Clytie est la fille de Stoutpen et d'une esclave noire. L'enfant anonyme, fille de Stoutpen et de Millie, il est dit d'elle, née et morte le même jour. Voyez, la vitesse s'accélère. On dévale là une pente de plus en plus tragique. On est vraiment dans Sophocle. Le père de Millie tue Stoutpen, qui disparaît donc dans l'échec le plus total de son projet généalogique. Un fils de Charles Bon, le premier fils répudié, réapparaît, fait un enfant avec une femme noire, et voilà qu'émerge donc le dernier venu de la généalogie, Jim Bond. On passe de Bon, B-O-N, à Bond, B-O-N-D, avec la contrainte qui est là, qui revient dans le nom. Le dernier héritier, disparu de la résidence inconnue, dit la généalogie. 15 ans plus tard, devenue vieille, Rosa découvre Henri Stoutpen, le fils de la deuxième femme, mais qui a refusé la paternité de son père, caché dans la maison familiale à laquelle Clytie met le feu. Voilà, et la maison s'effondre avec un fracas et un grand cri. Le scénario n'est pas inférieur en intensité prenante que celui de la lignée des Labdacides dans l'histoire d'Oedipe chez Sophocle. Et la psychanalyse peut évidemment éclairer cela, tandis que la poétique d'Édouard Glissant permet de faire un nécessaire pas au-delà de l'interprétation que nous pouvons faire avec nos concepts analytiques. Parce que, évidemment, Faulkner complique délibérément les phrases. À la limite, parfois, elles apparaissent comme mal construites, un peu comme chez Proust, comme pour égarer le lecteur qui perd le fil et qui se retrouve dans une sorte de confusion qui est exactement celle de cette généalogie extrêmement complexe que j'ai essayé de vous restituer. Vous avez sans doute, peut-être, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, pas bien, tout à fait bien compris, et que j'ai encore du mal à comprendre moi-même.
confusion que les personnages du roman vivent comme un destin tragique qui les dépasse. La difficulté à suivre l'intrigue, à savoir qui parle à tel ou tel moment, avec des voix qui s'enchevêtrent, parfois qui sont en italique, mais pas toujours, ça peut indiquer qu'on change de narrateur, représente chez le lecteur lui-même, comme chez un analysant d'ailleurs, l'effet produit sur son psychisme par une surdétermination généalogique inconsciente, plus transsubjectale ou transgénérationnelle que vraiment bien subjectivée. Donc Faulkner est un excellent psychopathologue et d'une certaine façon il a une sorte d'intuition parallèle de l'inconscient à celle de Freud, comme peut l'avoir Proust et comme Édouard Glissant là aussi quand il lit Faulkner. La circularité de la narration sur elle-même, Absalon d'ailleurs, le titre lui-même, tiré d'un passage de la Bible, produit une atmosphère étouffante qui restitue alors l'angoisse libidinale de Faulkner. L'inceste, il y a la tentation homosexuelle à certains moments, là toujours la possibilité et l'agir du meurtre, la destruction apocalyptique à la fin, et plus profondément la thématique de la contamination raciale. Mélange des voix orchestrées, alors ça fonctionne tout à fait, narrativité sans sujet et sans fin, dont on dirait qu'elle mène l'élaboration secondaire d'un rêve, jusqu'à un récit littéraire devenu roman. Divagation, dépravation, tout ceci contribue à l'érection de l'œuvre autour d'un chaos très habilement mis en scène et exorcisé, et comme une défense obsessionnelle, d'ailleurs sans fin, de cette espèce de déplacement sans fin que vous décrivez très bien, ce que vous appelez un différé permanent, contre la violence de pulsions. Alors là, on est tout à fait dans Freud, malaise dans la culture, malaise dans la civilisation, de pulsions qui seraient propres à détruire la civilisation à laquelle s'arc-boute Faulkner. Et l'essentiel semble à la fin être en effet dans un réel qui serait en dehors du récit, comme si l'économie du texte faulknérien était cette contention même d'une explosion pulsionnelle, sadomasochiste, longuement disséminée, déplacée, différée dans des digressions, des changements de narrateur, dans des mises en abîme formidables. Et qui reflète ce qu'on pourrait appeler non pas l'inceste, mais l'incestuel, avec le psychanalyste Racamier, un empiètement intersubjectif systématique entre les différentes subjectivités. Une tension de la voix toujours au bord de la rupture. Et dans certains passages du discours de Rosa, que j'ai évoqué, la narratrice principale, à la limite, l'inouï côtoie l'incompréhensible. C'est un roman limite, dit François Pitavi, qui est auteur de la notice d'Absalon dans l'édition de la Pléiade. Formidable travail du langage, donc. À la limite, l'écrivain nous fait comprendre qu'il y a toujours plus à comprendre. Son œuvre est une blessure ouverte sur un ailleurs, et c'est cet ailleurs qui contient la blessure. Au terme d'un paradoxal travail conscient de l'inconscient, on pourrait dire, ça c'est Jean Guillaumin, un travail conscient de l'inconscient dans la sublimation. C'est peut-être très condensé, mais je crois que ça dit assez bien ce que Édouard Glissant essaye de dégager dans Faulkner, Mississippi. Alors maintenant, je vous donne la parole, et puis je reprendrai la discussion avec vous et des plus longs extraits de Faulkner, Mississippi, et puis de Poétique de la relation, plus tard dans la discussion avec vous. Merci. Je ne sais pas laquelle. Bien, je pense que... Bonsoir. Je pense que 3 années, c'est une bonne mesure de maturation et que, on peut s'en satisfaire. Je voudrais non pas reprendre, non pas l'analyse, mais la perception que j'ai eue de l'œuvre de Faulkner, en particulier d'Absalon, d'un autre point de vue. Ce soir, parce que je crois que vous avez bien résumé et dit à peu près tout ce qu'il fallait dire sur
disons, la consécutivité de ce livre, la consécutivité non évidente de ce livre, mais je voudrais reprendre cela du point de vue du rapport au réel. Et je voudrais poser l'intention faulknérienne au départ. Et j'ai reçu aujourd'hui, cet après-midi, un livre consacré à Saint John Perse, et dans lequel je retrouve une citation. Il y a une partie du livre qui m'est consacrée. Je retrouve une citation de moi. J'adore me citer parce que c'est la meilleure manière de se répéter. Se répéter, c'est une des formes de la connaissance moderne, à mon avis. Je retrouve donc ce passage et je me dis, tiens, c'est par là qu'il faut que je commence mon intervention ce soir. Et voici le passage. Je ne sais pas de quoi c'est extrait, c'est en note, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Elle me fait remarquer comme, sur les photos de ce magazine, les deux écrivains se ressemblent. Il s'agit de Faulkner et de Saint John Perse. Des messieurs à la mine non pas hautaine, mais hautement réservée, qui vous scrutent, l'un tout placide, l'autre comme ennalé dans un songe de grandeur, ou plutôt qui consultent en eux-mêmes quelque chose qu'ils partageraient au loin de vous. Je rappelle, le fais-je vraiment, ou c'est plutôt une lubie d'écrivain qui se penche distrait d'un trait sur ce qu'il a écrit, que je les ai souvent associés dans mes livres, recourant alors aux lieux communs qu'on entasse en ces fois-là, mais ces lieux communs sont des lieux d'émission d'une pensée monde. Deux auteurs de plantation, deux hommes à la limite d'une caste, en cet espace où elle s'effritera bientôt. Deux béquets en somme, mais si marginaux parmi leurs semblables. Deux poètes en prise avec l'inlâchable question de la race et du rapport tumultueux avec une autre race, que les vôtres ont longtemps dominé. Que l'un d'entre eux, tendu vers l'universel, feindra d'ignorer. Que l'autre approchera avec une incrédulité savamment dispersée. Tous deux à une frontière de la vue, en cette marge où il est si difficile d'évaluer ou de tracer son rapport à l'autre, tâchant de contourner, tâchant d'aller au fond, à fond, ramenant des béances, des éblouissements, de puissante beauté, se roidissant aussi dans leur écart, tourmentés et condescendants, tête renversée vers le haut, Saint John Perse, ou au contraire, obstinément maintenus à la parallèle du sol par un étai rectiligne et inéluctable, William Faulkner. Donc, je voulais vous citer ce passage pour définir la condition dans laquelle je vois Faulkner et aussi Saint John Perse à la limite de quelque chose. Et je veux dire que ce sont, moi à mon tour, je dis que ce sont des écrivains limites. Et je vais essayer de voir et de dire pourquoi. Et Faulkner, à mon avis, renouvelle complètement, de fond en comble, la littérature, le projet littéraire et la chose littéraire, en inventant malgré lui, non pas malgré lui, mais contre son désir secret et
à l'appel de son désir secret, l'écriture littéraire. Il invente ce que j'appelle l'écriture différée. Pourquoi cela? Parce que Faulkner, dès le départ, je vous rappelle qu'il commence par être un poète médiocre, qui imite Mallarmé, qui écrit sur des faunes de marbre, etc., jusqu'au jour où, aux prises avec le réel du Sud, il s'écrit superbement « Je suis un poète raté ». Et qu'à partir de ce moment, il devient, selon moi, le plus grand écrivain du XXe siècle, malgré Proust et malgré Joyce. Il voit dans le réel du sud des États-Unis, il voit immédiatement ce qui est assez considérable pour un jeune homme qui écrivait des poèmes mallarméens en anglais. Il voit l'esclavage comme la damnation originelle du sud des États-Unis. Ça, il le voit. Et son œuvre dira cela, l'esclavage comme la damnation du sud des États-Unis. Mais il ne le dira jamais, parce qu'il est solidaire de sa classe et de sa caste. Et il le dira toujours, parce qu'il a une haute conception de ce qu'on pourrait appeler la vérité littéraire. Et par conséquent, il invente, malgré lui, dans le courant de ce drama qu'il est en train de vivre, il invente un renouvellement considérable de la littérature, qui est que l'œuvre littéraire dit sans dire tout en disant. Et c'est ce que j'appelle une écriture différée. Et tous les écrivains, à mon avis, les meilleurs écrivains de nos temps, sont des écrivains de l'écriture différée. Sont des écrivains qui disent sans dire tout en disant. Et ceci a une importance quand on considère que cette écriture différée, elle ne raconte pas des histoires. Elle établit, quel que soit l'écrivain qu'on envisage, elle établit un état du monde. Et raconter des histoires revient à la généralité et à la vulgarité de la littérature d'aujourd'hui. Pratiquement toutes les autorités littéraires de notre temps considèrent que raconter une histoire, c'est le summum de la chose littéraire. Que le roman, par exemple, c'est le summum de la chose littéraire. Tout le monde oublie que la source de la chose littéraire, c'est la poésie. Et par exemple, en France, il y a des périodes de recrudescence. Ce sont les périodes où on décerne des prix à des romans. Et à ce moment, on considère cette période comme une période littéraire, ce qu'elle n'est en rien du tout. La grandeur de la littérature, et c'est Faulkner qui nous l'apprend, c'est de donner un état de monde. Je ne dis pas un état du monde, mais un état de monde, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il a fait dans son œuvre, et c'est ce qu'il a fait particulièrement dans Absalom, et c'est pourquoi
et Faulkner est fascinant pour tous les écrivains du monde, même pour ceux qui, comme vous disiez, ne sont pas obligés d'avoir une fascination passivante devant Faulkner. Mais il faut considérer, et je répète qu'il ne l'a sûrement pas fait exprès, parce qu'il a été obligé de le faire par les conditions dans lesquelles il était placé, dire la malédiction de l'esclavage sans jamais la dire, tout en la disant toujours. Et je crois que c'est à partir de cela qu'il faut examiner Absalom, parce que Absalom est un état de monde. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Ce n'est pas un roman qui raconte une histoire passionnante, etc., avec des personnages profonds. Non, c'est un état de monde. Et en quoi consiste cet état de monde? Je vais essayer de revenir sur ce que j'ai dit dans Faulkner, Mississippi, mais en ajoutant, parce qu'on voit toujours dans cette chose une autre chose. D'abord que, en ce qui me concerne personnellement, j'ai toujours confondu les noms. J'ai écrit sur Absalom, Stutpen. C'est le héros principal, Thomas Stutpen, ou Thomas Stupen, ou Thomas Sutpen. J'ai jamais su. Je vais vérifier dans le texte anglais, et je me dis, ah bon, c'est ça. Bon, très bien. Et le lendemain, j'ai oublié. Il y a une espèce de manifestation de désordre patronymique qui est intéressante. Deuxièmement, deuxième observation que je fais à propos d'Absalom, personne ne parle de l'épisode biblique. Vous y avez fait référence, un épisode de la Bible. Oui. Oui. Mais personne ne dit quoi. C'est quoi cet épisode de la Bible? Absalom. C'est quoi? Et alors, je me suis aperçu que j'ai longtemps lu les passages en question dans l'Ancien Testament, et puis je me suis aperçu que il y a un brouillage. De même qu'il y avait un brouillage patronymique pour Stupen, je me suis dit, Absalom, c'est le fils de David ou c'est le fils de Salomon? Alors que c'est simple, c'est tout à fait évident qu'il faut... mais il y a un brouillage qui se fait automatiquement. Et je dis, mais quand même, c'est quand même bizarre que de tels événements lectoraux puissent se produire. Je suis un lecteur attentif. Je connais très bien l'Ancien Testament. C'est un livre poétique que je fréquente. Je connais très bien l'œuvre de Faulkner. Pourquoi je confonds Stupen? Pourquoi? Et pourquoi de temps en temps je me dis, mais c'est David ou c'est Salomon, le père d'Absalom? Et tout ceci m'amène à considérer que l'état de monde de Absalom, tel qu'il est fait pour nous troubler dans notre perception du réel. Ça, c'est incontestable. Et ce qui est intéressant, par exemple, si on va à l'épisode biblique, on sait qu'Absalom tue son frère parce que son frère a violé leur sœur commune.
n'est-ce pas? Et Absalom, qu'on peut répéter, Absalom, ce n'est plus Absalom, mais Absalom, depuis Faulkner. Absalom, qui est réputé pour son honnêteté familiale et si Absalom avait été aussi amoureux de sa sœur, et qu'en tuant son frère, il ne tuait pas l'incestueux, mais le rival. Ah. Et parce que la question se pose, quand on lit l'épisode dans la Bible, que le vertueux Absalom, qui venge l'honneur de sa sœur et en tuant son frère, c'est quand même pas rien de tuer son frère. Hein. Et si ça n'avait pas été seulement pour réprimer un inceste, mais pour se venger d'un rival? Première question. Et rapportant ceci à Absalom de Faulkner, si Henri, le frère insuffisant, rejeté par un père parce qu'il avait lui-même rejeté sa filiation, dont on ne dit jamais dans le roman quels sont les rapports avec la sœur, alors qu'ils ont été élevés ensemble, dans la même maison. Et si Henri était amoureux de sa sœur, et si il tuait Charles le Bon, leur frère, non pas pour empêcher un inceste ou pour sanctionner un inceste, mais pour se venger d'un rival triomphant. Il y a un second gouffre dans le rapport au réel, tant dans l'épisode biblique que dans l'épisode. L'épisode biblique, c'est pas étonnant, il y a toujours des gouffres dans la Bible. Mais dans Faulkner, c'est pas étonnant non plus. Il y a toujours des gouffres dans Faulkner. Et là, il y a une première obscurité révélatrice du réel. Il y a un premier gouffre, une première béance. L'histoire, entre guillemets, ne dit pas ce qu'elle veut dire. L'histoire cache autant qu'elle dit. C'est le premier inaperçu. Dans le rapport au réel, c'est la première béance. La deuxième est que Charles le Bon est tué, non pas parce que il est le frère, mais parce qu'il est noir. Or, il n'a rien de noir. Il est blanc comme le plus blanc des blancs. Son apparence n'a rien, il n'a rien. Personne ne peut dire que c'est un noir. Il se trouve que sa mère, en Haïti, avait une goutte de sang noir, mais personne ne le savait. Il a fallu l'ardeur inquisitive de Thomas Stutpen pour découvrir cette goutte de sang noir. Parce qu'elle était... Mais beaucoup de gens dans cette salle ont peut-être des gouttes de sang noir, sans le savoir. Et indécouvrable. Il a fallu l'ardeur de Stutpen et son obsession pour découvrir cette goutte de sang noir. Et par conséquent,
Deuxième point, où le principe de réalité s'éloigne du principe de nécessité. C'était absolument pas nécessaire. Quand Thomas Suppens a épousé, s'est marié en Haïti à une femme blanche, femme de planteur, établie, etc. Il n'avait pas épousé n'importe qui. Il n'était absolument pas dit que cette femme... Bon, on sait que c'est une tradition des littératures du Sud et esclavagistes. Quand j'habitais Bâton Rouge, on m'avait raconté que les familles, les grandes familles de Louisiane, qui souvent portaient les mêmes noms que des familles martiniquaises, les Désétages, les Dormois, les de Fossarieux, etc., allaient faire des recherches, archivales à la mairie de la Nouvelle-Orléans, des recherches d'archives sur leurs antécédents, les Sceaux, et découvraient, les Sceaux, qu'ils avaient des ancêtres noirs. Et alors, on a interdit cela, on a fermé les archives parce que ça faisait trop de troubles et de drames et de tragédies dans les grandes familles de Louisiane quand elles découvraient qu'un arrière-arrière-grand-père avait fauté d'un machin et que l'enfant avait été indûment introduit dans la lignée familiale et que, bon, on avait sa petite goutte de sang noir. Donc, le maire s'appelait Barthélemy. Et son frère était un de mes collègues, le maire de la Nouvelle-Orléans. Son frère était un de mes collègues à Louisiana State University. Et donc, j'ai pu avoir connaissance de ces... Le principe de réalité, là, lui aussi, est complètement obscurci, complètement dévié. Et Faulkner, dans Absalom, montre bien que le réel n'est pas celui qu'on croit. C'est ça. Troisième point sur lequel le principe de réalité est complètement perturbé, dans l'ouvrage, dans Absalom, il ne faut rien comprendre, il faut se laisser prendre par le livre, jusqu'au moment où on doit comprendre quelque chose. À savoir que la folie, la démence de Stupin est telle qu'il a une science de la divination. Il a une science, il devine les choses. Il devine tout. De même qu'il a deviné la goutte de sang noir chez sa première femme, il devine tout. Il devine que son second fils qu'il a eu avec la sœur de Miss Caulfield est un insuffisant et qui ne pourra jamais assurer la lignée. C'est ça, il devine que dès qu'il voit Charles Le Bon, que c'est son fils, il n'a aucune raison, il n'a jamais vu, il n'a pas vu Charles Le Bon depuis et le nom de Charles Le Bon a été a choisi après qu'il soit parti. Il n'a aucune raison de deviner que c'est son fils, il devine tout de suite que c'est son fils.
Mais ça ne le gêne pas. Quand Charles Le Bon commence à fréquenter sa sœur, la fille de Stupène, ça ne le gêne pas. Et il dit à son fils Henri, oh ben, les pharaons, ils se mariaient bien entre frères et sœurs. Ça n'a rien de tellement grave. Et il cite même une lignée d'un comte de Flandre qui avait épousé sa sœur, ne voulant pas déroger de son sang. C'est ça? Ce qui explique qu'à la fin de sa démence, il va violer sa propre fille pour essayer d'avoir une descendance mâle, etc. Autrement dit, tous les principes de décalement ou de décalage ou de différement du réel qui ne sont pas perceptibles par le lecteur non attentif sont perceptibles par Stupène ou Stupène. Je vous assure, essayez d'aller voir, vous allez vérifier, vous arriverez et vous allez voir que 15 jours après, vous aurez oublié. C'est un nom génial. Parce qu'on ne peut pas s'en souvenir. On s'en souvient, oui. On s'en souvient, mais on ne peut pas établir l'orthographe réelle de ce nom et la rythmique réelle de ce nom. Stupène, on ne peut pas l'établir. Et c'est pour ça qu'il est génial. Le point final où le lecteur arrive, c'est que Thomas Stupène, on va dire ça très vite, Thomas Stupène, ce qu'il refuse absolument, donc, ce n'est pas tellement la race noire, puisque sa première femme, c'était une blanche qui n'avait rien de noir. Son fils Charles Bon, c'est un blanc qui n'a rien de noir. C'est l'idée du métissage qu'il refuse absolument. Et l'idée du métissage, c'est la clé de voûte du racisme. Le raciste, ce qu'il refuse absolument, c'est le mélange. L'idée du mélange. Le raciste peut accepter le nègre, le juif à côté de lui, bon, quelque part, il peut bâtir pour cela un apartheid, mais il n'accepte pas l'idée du métissage, il n'accepte pas l'idée du mélange. Et ce que Stupène n'accepte pas, c'est ça. Il veut que sa lignée soit pure, et pure en elle-même, pure d'elle-même. Et c'est pour cela qu'il pousse sa démence jusque. Donc, le métissage est à l'origine du pourrissement de la situation. On pourrait presque dire, suivant Faulkner, que le métissage, ce qui est la damnation du Sud, c'est pas tellement l'esclavage, c'est la perspective du métissage. Si le métissage vient quelque part, apparaît, alors là, c'est la damnation totale. Et nous en avons fait l'expérience, ma femme et moi. Nous avons vécu 8 ans à Baton Rouge et dans des situations extrêmement privilégiées. J'étais distinguished professeur, le seul noir, et personne n'acceptait que notre mariage, parce qu'elle était blanche et moi noir. Personne. Y compris mes collègues non, pas tellement mes collègues, mais
l'administration en tout cas, de Louisiana State University. Parce que quand ils m'ont engagé, ils savaient que j'étais noir, mais ils ne savaient pas que ma femme était blanche. Et quand ils nous ont vus arriver, c'était la stupéfaction. Stupéfiant. Stupéfiant. On ne savait, ils ne savaient pas, ils ne se doutaient pas d'une chose pareille. Et ils m'acceptaient bien comme nègre, mais parce que j'étais français. Au plus haut grade de l'université, n'est-ce pas? Ils m'acceptaient. Et le secrétaire disait, il gagne plus que le doyen. Ils acceptaient cela, mais ils n'acceptaient pas que ma femme soit blanche. Ça, ils n'acceptaient pas. Et on était en but pendant 8 ans. On a tenu 8 ans, c'est pas mal. Donc, il y a, au principe même de la damnation, il y a ça. Il y a l'esclavage que Faulkner dit sans dire, tout en disant, mais il y a la peur du métissage. Et c'est le métissage qui finit l'histoire. Parce que c'est les descendants de Charles Bon avec une négresse et des noirs qui sont noirs et qui le paraissent, n'est-ce pas, qui finissent l'histoire. Donc, la filiation commence dans la crainte du métissage et finit dans l'incendie du domaine c'est, je crois, le domaine du français. Oui, je cite le passage de Faulkner. La maison se disloquait et s'écroulait avec fracas, puis il ne resta que le hurlement du nègre idiot, le dernier descendant. Le dernier descendant, voilà. Et si mes souvenirs sont bons, et je crois qu'ils le sont, le début de la saga des Snops, les Snops dans l'œuvre de Faulkner, c'est le pire du pire. C'est non seulement les petits métayers médiocres, débiles, etc., mais aussi un peu redneck, membres du Ku Klux Klan, qui toutes les nuits, ils vont lyncher une famille noire, etc. Et c'est les Snops. Et Faulkner dit que c'est l'avenir des États-Unis. C'est comme ça que la chose, finalement... Et le Flem, le premier des Snops, qui arrive, qui n'a rien sur le dos, et qui, à force de ruse et de... finit par posséder tout le canton, n'est-ce pas? Flem Snops, il vient se promener au début je crois que c'est au début du hameau, il vient se promener dans les ruines du domaine du français. Donc, il se promène dans les ruines du rêve de Steupen. Il reprend le rêve de Steupen au point où Steupen l'a laissé, c'est-à-dire l'incendie final, la déflagration, la mort, et il se met en tête d'acheter ces ruines pour recommencer autre chose. Et dans l'esprit je ne suis pas sûr que dans l'esprit de Faulkner, ce Snops, c'est pas le Yankee, c'est-à-dire l'Américain du Nord qui vient, mais pas tout à fait, parce qu'il y a des modèles réels de rednecks, de membres du Ku Klux Klan, etc., dans le pays. Autrement dit, il y a
une suite à Absalom, n'est-ce pas? Et la suite, c'est ce que Faulkner considérait comme la vulgarité et yankee, la vulgarité de l'Américain moyen, n'est-ce pas? Qui prend... Et il faut dire que Faulkner était marqué par les souvenirs de la reconstruction après la guerre de sécession, où les sudistes ont subi pas mal d'oppression de la part des occupants nordistes. Bien. Alors, ce principe de réalité qui disparaît dans un principe de disparité. On passe de Stupène, qui veut être le tronc d'une dynastie qu'il veut construire, etc., à Snops, qui est vraiment l'individu moyen type, un peu cruel, un peu vicieux, un peu, etc., et qui va constituer, selon Faulkner, la moyenne de ce qu'on appelle les États-Unis. Entre-temps, un autre principe de réalité, vous l'avez dit, qui est complètement... c'est que Stupène n'hésite pas devant l'inceste. Mais ça, nous pouvons seulement le signaler pour dire que le principe de réalité est ici accolé et confronté à un principe de démesure. Et la démesure du réel, et je crois que Faulkner est le seul écrivain américain, ni Caldwell, ni Dos Passos, ni les autres, n'ont à ce point compris que le principe de la réalité des Amériques est un principe de démesure, n'est pas un principe de mesure. J'avais deviné ça dans un de mes premiers livres qui s'appelle Soleil de la conscience, que j'avais écrit à 22 ans, et où je disais que, arrivant en France pour la première fois et allant en train du Havre à Paris, et j'avais été frappé par l'ordonnance des champs. C'est la première fois que je voyais des champs ordonnancés, bien carrés, bien rectangulaires, bien définis, bien machin. Et j'avais opposé cette mesure fructueuse à la démesure des paysages américains, tout aussi fructueuse, n'est-ce pas? Et même aujourd'hui, quand vous pensez aux champs de blé du Midi de l'Ouest, c'est la démesure la plus totale. On n'en voit jamais le bout. C'est comme des déserts, des Sahara. Et Faulkner a introduit dans l'appréciation du réel américain cette notion de démesure, et ces personnages, certains de ces personnages, tels que Stupène, manifestent cette démesure. Dans tous ces cas, dans Absalom, le réel n'est pas le réel. Le réel n'est pas ce qu'il paraît. Le réel est ailleurs. Le réel est dans autre chose. Et ce que Faulkner nous dit là, c'est quelle naïveté vous avez de vouloir croire qu'en faisant la description réaliste d'une réalité, vous donnez le sens de cette réalité. C'est ça que Faulkner dit dans Absalom.
il est hors de question de croire que parce que une ville est toute en lumière, en étincellement, etc., que c'est une ville heureuse. Il est hors de question de croire ça. C'est ce genre d'appréciation et d'aperception que Faulkner établit. Absalon, donc, ajoute à la damnation fondamentale du Sud, qui est l'établissement de l'esclavage, une damnation non moins fondamentale qui est celle du métissage inacceptable. Mais, mesdames et messieurs, Barack Obama, c'est le dénouement de Faulkner. Barack Obama, c'est le métissage, non seulement le métissage, mais le métissage actif et non passif, le métissage intervenant. Ce qui est la damnation du raciste est là. Il y a un métis qui peut être président des États-Unis. Si on ne le tue pas avant, ça. Mais c'est là où on voit que Faulkner est l'écrivain total, et que Absalom, c'est un état de monde. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte et qu'on complique à mesure et par fantaisie. C'est l'histoire de l'inextricable d'un réel et l'histoire d'un réel dont le sens profond est donné à l'avance et dans le sens profond est donné aujourd'hui par toutes sortes de précipitations de l'histoire dont nous n'avons pas conscience, dont nous n'avions pas conscience. Et alors, pour ouvrir, j'espère de manière béante, une discussion sur la rhétorique d'Absalom, je dirais que ce livre ne confie rien à une histoire qu'on raconte. L'analyste devant ce livre reste croix. Il ne peut même pas interpréter sans interpréter tout en interprétant. Comme le romancier dit sans dire tout en disant. N'est-ce pas? Si nous pouvions le faire en tant qu'analyste, ce serait bien d'interpréter sans interpréter tout en interprétant. Hein? Ce serait un très bon psychanalyste. Oui. L'histoire, parce que l'histoire n'est pas racontée, mais contée. Le conte ne raconte pas d'histoire. Le conte est un état de monde. Le conte est trop complexe et trop inextricable pour qu'on puisse dire qu'il raconte une histoire. Le conte est un état de monde. Et n'oubliez pas que Faulkner a eu la chance inestimable, avant de se prendre pour un poète symboliste, il a eu la chance inestimable d'écouter des conteurs indiens, des conteurs nègres, des conteurs cajuns, blancs cajuns, et dans sa jeunesse, et de constituer une réserve qu'il a gardée pendant son temps de poète symboliste. Il a gardé cette réserve qui a éclos après, et le conte ne raconte pas d'histoire. Le conte mélange d'une manière inextricable des éléments qui constituent un état de monde. Et
le conte que Faulkner met en place, en fait, je soupçonne qu'il ne laisse pas de place à l'analyse, mais à la seule stupéfaction de l'art. Merci. Alors, nous sommes en effet dans, je dirais pas la stupéfaction face à l'art, mais enfin un petit peu, là où l'analyse en termes de contenu, qu'il soit psychanalytique ou de critique littéraire,